Bon matin, bonsoir, bon après-midi et bienvenue à ce deuxième épisode dans la série sur la représentation des nombres dans l'ordinateur. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la représentation des nombres négatifs. Bon, comme d'habitude, on va commencer par énoncer les objectifs qu'on a aujourd'hui dans cette vidéo. On en a trois. Le premier objectif, c'est de comprendre que les ordinateurs manipulent les nombres en blocs de taille fixe. Notre second objectif, c'est de comprendre que la représentation des nombres négatifs grâce à la technique signe magnitude n'est pas la meilleure. Et enfin, comprendre comment fonctionne le complément à 2. Voici donc nos objectifs pour aujourd'hui. Dans la vidéo précédente, on s'est intéressé à la notation positionnelle. On a ignoré deux problèmes qu'on a avec l'ordinateur. Le premier, c'est la représentation des nombres négatifs. C'est pas grave, aujourd'hui, c'est le sujet. Et l'autre qu'on a ignoré, c'est la longueur des nombres. Sur papier, le système positionnel permet d'écrire des nombres aussi grands qu'on veut. Et donc, ça ne change rien si on a quelques chiffres ou 150. Mais l'ordinateur n'est pas capable de gérer nativement des nombres de longueur quelconque. Typiquement, un ordinateur va gérer des blocs de bits 8, 16, 32, 64. Et c'est avec ça qu'il va faire ses opérations. D'ailleurs, quand on dit qu'un ordinateur, par exemple, est 64 bits, on réfère à la taille du plus grand bloc de bits qu'il est capable d'utiliser pour faire des opérations arithmétiques dessus. C'est pas entièrement vrai, il y a une histoire de pointeur aussi, mais typiquement, on peut faire comme si c'est la taille des entiers en bits qui détermine finalement la grosseur de l'ordinateur. Encore une fois, c'est pour des raisons bêtement pratiques. Il n'y a pas de raison particulière d'utiliser 16 ou 32 ou 64. Il y a eu des architectures qui utilisaient 18 et 36 bits. Aucune idée pourquoi. Quoi qu'il en soit, c'est des raisons pratiques. On va aller chercher 32 bits de la mémoire ou 64 bits de la mémoire et on ne va pas inclure toute la ferraille nécessaire pour aller chercher des longueurs variables de bits dépendant du nombre. Donc, pour toutes ces raisons-là, l'ordinateur va traiter des entiers de taille fixe, relativement petites, 32, 64 bits. Et si on veut avoir des nombres beaucoup plus grands, il va falloir les simuler. Donc, un logiciel comme Mathematica va simuler des nombres très grands. Mais c'est plus supporté directement par le jeu d'instruction. Donc, c'est un programme qui va simuler l'arithmétique sur des nombres de longueur quelconque. Il y a plein de langages qui font ça. Il y a Mathematica, par exemple. Notre ami Python fait ça. D'autres langages vont faire exactement le contraire. Ils vont se contenter des entiers qui sont offerts directement par le processeur. Des langages comme C, C++ font le pari de la performance en justement n'émulant rien de spécial. Si l'instruction est sur le CPU, on l'utilise. Si elle n'est pas là, on ne la fait pas. Donc aujourd'hui, on va voir comment fonctionnent les opérations arithmétiques sur des blocs fixes. On ne les verra pas toutes en détail, puis on ne verra pas tous les algorithmes sophistiqués pour faire, par exemple, des multiplications rapides. Mais on va regarder comment fonctionne l'addition, la soustraction, la multiplication et la division sur des blocs de taille fixe. Ensuite,
Une fois qu'on va avoir bien compris ça, on va être capable de s'attaquer au problème de la représentation des nombres négatifs et de la représentation complément à 2. Donc, avant de s'attaquer au problème de la représentation des nombres négatifs, on va commencer par regarder comment l'ordinateur fait les opérations arithmétiques sur des entiers de taille fixe. On va regarder ensemble l'addition, la soustraction, la multiplication et je vais vous laisser le soin de comprendre comment la division fonctionne. Mais vous allez voir que finalement, c'est les mêmes algorithmes qu'on utilise avec crayon papier pour faire des additions, des sommes, des divisions, des multiplications en base 10, sauf que on va utiliser la base 2 qui est beaucoup plus simple. On va commencer par l'opérateur plus, donc l'addition. Au départ, on n'a que 4 cas à considérer. 0 plus 0, ça donne 0, retenu 0. Donc, pareil comme en base 10, quand je fais 7 plus 5, j'écris pas 12, je vais écrire 2, retenu 1, que je propage à la colonne d'après. En binaire, c'est exactement pareil. 0 plus 1 et 1 plus 0, qui sont le même cas, ça me donne 1, retenu 0. 1 plus 1, ça donne 2. En binaire, je l'écris comme ça. Donc, ça me donne 0, retenu 1. Ça me donne la table d'addition pour 2 bits. On va quand même avoir besoin d'un troisième bit, la retenue, parce que si la première colonne, il n'y a pas de retenue qui rentre, bien la deuxième va peut-être avoir une retenue de la première colonne. Et en fait, l'algorithme général est vraiment pas plus compliqué. Disons que ça c'est la retenue, ça c'est mon A, ça c'est mon B. Donc si j'ai 0 en retenue, mais je retombe sur ce cas-là. Si j'ai 1, bon, il me reste 0, 0. Ça va me donner 1, retenu 0. Je peux avoir 1 plus 1. Donc ça, c'est la retenue qui arrive de la colonne d'avant. 0 et 1 dans mes rangées. J'additionne tout ça ensemble, ça me donne 2. Je retombe sur ce cas-là. Donc ça me donne 0, retenu 1. Cette combinaison-là, c'est le même cas. Et enfin, j'ai le pire cas où, finalement, j'ai 3 1 à additionner. Donc, ça me donne 3 en binaire. Ça veut dire que ça me donne 1 retenu 1. Donc, armé de ces deux tables-là, on a tout ce que ça prend pour faire des additions. Faisons donc un premier exemple. Supposons que nous sommes en 1972 et notre ordinateur ne manipule des entiers que sur 4 bits. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'ordinateur, ce serait plutôt 32 ou 64 bits, mais pour les besoins de l'exemple, je ne vais pas faire des additions à 64 bits. On va être encore là demain matin. Donc, sur 4 bits, je choisis deux nombres au hasard, disons 11 et 6. Donc, si je fais mon addition en base 10, j'obtiens tout de suite 17. Normalement, on n'est pas obligé de l'écrire, on le fait dans sa tête. On va le faire en binaire ensemble avec les règles qu'on vient d'apprendre. 1 plus 0, ça me donne 1 retenu 0. 1 plus 1, ça me donne 2, donc 0 retenu 1. 1 plus 1, ça me donne encore 2. Donc 0 retenu 1. 1 plus 1, ça me donne encore 2. Retenu 1. Et vous pouvez vérifier qu'effectivement, ça c'est 1, 2, 4, 8, 16. 16 plus 1 fait 17. Ça arrive à la bonne chose. Par contre, comme je fais mon arithmétique sur 4 bits, l'ordinateur, typiquement, va laisser tomber le bit qui dépasse. Et donc,
Mystérieusement, maintenant, je me retrouve quand même à faire mes additions. La somme est correcte. On le fait au long avec les règles d'addition. Mais comme je garde des entiers de taille fixe, ce qui peut arriver, c'est que le nombre déborde. En anglais, on dit overflow. Et l'ordinateur, ce qu'il va faire, à moins que j'ai des couches de logiciels supplémentaires qui vont simuler ou détecter le débordement, va simplement garder les N bits du bas. Donc, si c'est un ordinateur 4 bits, il va garder les 4 bits du bas. Et si on a débordé, ben, c'est notre problème. Si j'avais un ordinateur 64 bits, il conserverait les 64 premiers bits. Le 65e serait oublié. Cette remarque-là va être importante dans un moment quand on va regarder ensemble comment fonctionne le complément à 2. Ça nous rappelle l'arithmétique modulaire. Vous en avez déjà fait sans le savoir. L'heure, on compte les heures par 12. Eh bien, si on commence à 23 heures et on travaille 4 heures, ben, on ne finit pas à 27 heures. On finit à 3 heures du matin. Donc, on va faire nos additions modulo 24. Donc, ça se trouve avec le reste de la division entière par 24, le modulo. Effectivement, 27 divisé par 24, ça donne 1 reste 3. Donc, on va regarder le 3, ça c'est notre heure. L'ordinateur fait la même chose, sauf qu'évidemment, au lieu de faire base 24, il fait modulo le nombre de bits. Donc, si j'ai 4 bits, c'est 2 à la 4, donc 16, modulo 16. Maintenant, on va reprendre les mêmes nombres, mais plutôt que de faire une addition, on va faire une soustraction. Vous allez voir qu'intuitivement, c'est très près de ce que vous faites en base 10. Au lieu d'avoir une retenue, on va avoir un emprunt, comme en base 10. Donc, 1 moins 0, ça donne 1. 1 moins 1, ça donne 0. Pas de problème. Ici, 0 moins 1, je dois emprunter. Et ici, ça ne fait pas 10. On est en base 2, ça fait 2. Donc, 2 moins 1, ça fait 1. Et il reste 0. Est-ce que c'est le bon résultat? Oui, on avait 11 moins 6 qui donne bien 5. Donc, très intuitivement, c'est les mêmes méthodes, c'est la même chose. C'est clair que l'ordinateur ne le fait pas nécessairement aussi naïvement que ça. Avec l'évolution des technologies, on peut mettre de plus en plus de transistors dans un microprocesseur. C'est la fameuse loi de Moore, dont vous avez probablement déjà entendu parler, au moins de nom, qui dit que, dans le temps, l'espèce de bon compromis entre le nombre de transistors et le coût de fabrication permet de doubler le nombre de transistors à peu près aux 2 ans. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, ça coûte presque rien de faire des circuits très complexes pour faire l'addition et la soustraction. Un vrai algorithme va faire des trucs vraiment étranges. Plutôt que de faire comme nous, additionner colonne par colonne et propager lentement la retenue, bien, il va y avoir des circuits dédiés qui vont regarder en amont tout le côté gauche du nombre et va décider voir si, oui ou non, on devrait avoir une retenue dans cette colonne-là. Nous, faibles humains, on n'est pas capable de faire ça parce qu'on ne travaille pas en parallèle, on le fait séquentiellement. L'ordinateur va utiliser des algorithmes beaucoup plus sophistiqués que qu'est-ce qu'on fait, mais numériquement, le résultat va être exactement le même. Maintenant, avec l'addition, tantôt, on avait un débordement. Donc, j'ai fait mon addition et la retenue est tombée en dehors du nombre. J'aurais pu ici, ce n'est pas le cas parce que j'ai pris les mêmes nombres, mais je pourrais faire une soustraction où, finalement, l'emprunt vient de la nème colonne qui est à l'extérieur du nombre. Dans ce cas-là, encore une fois, on a un résultat modulo 2 à la n. Ici, ce serait modulo 16. Et en anglais, on parle de underflow. Donc, plutôt qu'un débordement, ce serait un assèchement. En fait, j'ai jamais entendu la traduction, la bonne traduction pour underflow, mais ça peut arriver aussi.
Et encore une fois, pour le processeur, c'est votre problème. Donc, c'est à nous de s'assurer que quand on fait les additions ou les soustractions, qu'il n'y ait pas de débordement ou d'assèchement. Il nous reste finalement que la multiplication à regarder ensemble. Je vais encore prendre les mêmes nombres. Donc, 11 fois 6, on devrait arriver à 66. En binaire, encore une fois, c'est exactement le même algorithme qu'on va utiliser en base 10, crayon papier. Sauf qu'encore une fois, il est encore plus simple parce qu'on n'a pas besoin de se rappeler d'une table de multiplication compliquée. La table de multiplication en binaire est extrêmement simple. 0 fois quelque chose, ça donne 0. Il y a juste 1 fois 1 qui donne 1. Donc, comme l'algorithme papier qu'on utilise en base 10, 0 fois le nombre, ça donne 0. Une fois le nombre, je décale exactement comme on fait en base 10 d'une colonne, sauf qu'au lieu de décaler de 10, je décale de 2, donc c'est en binaire. Encore une fois, 1 fois le nombre, je décale de 1. Et 0 fois le nombre, en décalant de 1, ça me donne 0. J'additionne colonne par colonne. Encore une fois, exactement pareil comme notre algorithme habituel. Donc ça, c'est 0. Ça me donne 1. Donc ça me donne 2 retenu 1. Ça me donne encore 2. Donc 0 retenu 1. Ça me donne encore 2. Oui, retenu 1. Ça me donne encore 0 retenu 1. Plus 0. Donc ça fait 1. Donc 1, 2. Donc ça c'est 2. 4, 8, 16, 32, 64. Eh bien oui, ça me donne bien 66. Par contre, on se rappelle, toujours sur notre ordinateur miteux, on garde seulement que les 4 premiers bits. Bon, rassurez-vous, c'est plus facile que ça de faire des multiplications sur un microprocesseur parce que typiquement, deux nombres de 4 bits, il va y avoir un registre spécial de 8 bits pour retenir le produit. Mais si on ne l'avait pas, on se ramasse avec seulement cette partie-là. Encore une fois, on fait toute notre arithmétique modulo la taille des registres. Pour mon ordinateur miteux 1972, c'est 4. Dans les exemples qu'on vient de faire, ça a bien donné, tous nos résultats sont positifs. On a fait l'addition de deux nombres positifs, ça donne forcément un positif. On a fait le produit de deux nombres positifs, qui donne aussi un résultat positif. On a fait la soustraction, mais par le plus heureux des hasards, ça a encore donné un nombre positif. Si j'avais fait 6 moins 11 plutôt que 11 moins 6, il aurait fallu que j'aie une représentation pour moins 5. Mais on n'a pas encore tout à fait cette mécanique-là. Sur papier, ça ne pose pas de problème, parce que quand le nombre est négatif, on écrit moins 9 et voilà, c'est réglé. Dans l'ordinateur, il va falloir trouver une représentation qui inclut dans le nombre lui-même le signe. Une première représentation pour faire ça, c'est pas ma préférée, vous allez comprendre pourquoi, c'est la représentation en signe magnitude. Donc, sur mes entiers de taille fixe, je vais les dessiner comme ça, une petite boîte. Je vais réserver un bit pour le signe. Donc, je vais avoir un bit réservé pour le signe. Et le reste, disons si j'ai un ordinateur 32 bits, les 31 bits qui restent vont être réservés pour la mantis. Donc, point de vocabulaire, mantis, ça vient du latin mantissa, qui est quelque chose comme un gain, un profit ou un surplus de poids. Donc, la mantis, c'est à quelque part la masse du nombre, donc sa grandeur. Et avec cette représentation-là, ça devient très simple de représenter un nombre négatif. J'ai juste besoin de mettre un bit, le bit de signe à 1 pour dire qu'il est négatif, à 0 pour dire qu'il est positif. Et si je reviens à mon ordinateur miteux 1972, sur 4 bits,
je vais réserver un bit de signe. Ma mantis, maintenant, c'est 3 bits. Et, par exemple, ça, il n'y a pas de problème, ça encode -5. Et ça va encoder +3. 0 est encodé de cette façon-là. Donc, +0. 0 n'est pas positif, il est nul, n'est pas négatif non plus. Par contre, avec cette représentation-là, maintenant, je vois un défaut important. C'est que j'ai aussi un -0. Bon, d'abord, -0, ça ne fait pas de sens. Parce que 0 est nul et pas négatif. Et en plus, ça me prive d'un code utile, une combinaison que j'aurais pu réutiliser pour un nombre. Ici, négatif quelque chose, ben, je pourrais probablement représenter -8 avec. Mais je ne peux pas faire ça parce que ça encode -0. C'est complètement absurde. L'autre défaut, c'est quand je fais l'addition, ça me demande de vérifier le signe. Donc, le circuit ou l'algorithme qui va faire l'addition doit vérifier le signe pour savoir qu'est-ce qu'il va faire avec. Donc, si j'ai un nombre positif que j'additionne à un autre nombre positif, il faut que je fasse une addition. Ça n'a pas de problème. Si j'additionne un positif avec un négatif, maintenant, je dois convertir ça à un problème de soustraction. Donc, je vais faire une comparaison de signes, établir que c'est ce cas-là et de faire une soustraction plus tôt. Même chose pour un négatif plus un positif. C'est le même cas, donc je change l'ordre des nombres, je refais ma soustraction. Et si j'ai 2 négatifs, mais maintenant, je peux procéder à une addition normale, mais dont le résultat va être négatif. Donc, j'ai des cas spéciaux à gérer. Et ça, les fabricants de matériel ou les informaticiens n'aiment pas tellement ça, les cas spéciaux. On essaie toujours de trouver une façon très générale de faire les opérations. Donc, idéalement, je devrais avoir une représentation des nombres négatifs qui ne vérifie pas spécialement le signe. Je devrais avoir quelque chose qui fait que si j'additionne un positif à un négatif, ça devrait être la même chose qu'additionner 2 positifs. C'est exactement ce que le complément à 2 va nous offrir. Si on revient à notre ordinateur hypothétique 4 bits 1972, les seuls nombres que je peux représenter avec cet ordinateur se trouvent à être les nombres de 0 à 15. Quand je vais faire mes opérations arithmétiques, toujours avec cette hypothétique machine, je vais faire toutes mes opérations modulo 16, parce que par hypothèse, on conserve que les 4 bits les moins significatifs. Regardons ce qui se passe avec l'addition modulo 16. Si je prends 2 nombres pas très grands, disons 5 et 2, je les additionne ensemble, ça me donne 7, c'est le résultat attendu, il n'y a rien de surprenant qui se passe. Si je prends des nombres qui ont un peu plus d'écart entre eux, par exemple 5 et 12, ça devrait me donner 17, mais encore une fois, je fais tous mes calculs modulo 16. Et 5 plus 12 me donne 17, modulo 16, ça me donne 1. Donc, si je fais 5 plus 12, j'obtiens 1. C'est quand même surprenant. Si je fais 5 plus 13, ça devrait me donner 18. 18 modulo 16, ça me donne 2. Donc, 5 plus 13 m'amène ici. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est tout simplement qu'à cause du modulo, quand je dépasse le tableau, je reviens au début. Donc, c'est normal que si je dépasse par ici, je revienne. La prochaine observation, c'est celle qui est intéressante, c'est que si je regarde 2 par rapport à 5, c'est comme si j'avais fait 5 moins 3. Ça veut dire que 13, à quelque part, se comporte comme moins 3, modulo 16. Et 12,
Ben, 5 plus 12, ça me donne 1, donc c'est comme 5 moins 4. Ça veut dire que 12 se comporte comme moins 4. Et si je faisais d'autres expériences, je me rendrais compte que 14 se comporte plutôt comme moins 2, 15 plutôt comme moins 1, et ainsi de suite. Donc 6, moins 7, moins 8, et éventuellement moins 9, moins 10. Et c'est ça le complément à 2. C'est le fait que sous l'opération addition modulo la taille des entiers, il va y avoir certains entiers qui se comportent comme des négatifs. C'est quand même 12. C'est pas vraiment un négatif. Mais à toute fin pratique, additionner 12 à n'importe quel de ces nombres-là, c'est la même chose que soustraire 4. Et ça va nous simplifier la vie énormément au niveau du matériel de l'ordinateur. Parce que maintenant, j'ai plus vraiment besoin de faire une vraie soustraction quand je fais une soustraction. Parce que je peux toujours additionner le nombre en complément à 2 positif pour obtenir le même effet. Numériquement, c'est assez facile de se convaincre que ça fonctionne pour vrai. Maintenant, je vais vous faire une petite preuvounette mathématique qui va vous montrer c'est quoi le raisonnement derrière et pourquoi ça fonctionne obligatoirement. En arithmétique modulaire, si je fais A moins B, ça va me donner le même reste. Donc, ça va être congruent à A plus M moins B, toujours modulo M, qui est la taille de mon anneau. Additionner M à mon résultat ne change pas le reste. Exemple, 17 modulo 16, ça me donne 1 parce que c'est 1 fois 16 plus 1. Si je lui additionne 16, ça me donne 33, et 33, c'est 2 fois 16, reste 1. Donc, ça n'a pas changé le reste. Et ça va me permettre de dire que moins B, c'est équivalent, sous la relation modulo M, à M moins B. Toujours modulo M. Effectivement, si je regarde moins 4, c'est la même chose que 16 moins 4 qui me donne 12. Et ça, vous pouvez vérifier que ça va tenir peu importe la taille de l'anneau. Donc, même si je faisais tous mes nombres modulo 100 plutôt que 2 à la quelque chose, ça continuerait de fonctionner. Ça va fonctionner aussi si j'ai 8 bits, ou 16 bits, ou 32, ou 64, ou 48, ou 36. Il n'y a aucune différence. C'est toujours cette relation-là qui justifie complètement le complément. D'ailleurs, l'idée n'est pas nouvelle. Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé c'est qui est arrivé avec l'idée en premier. Dans le complément à 2, il semble que ça soit peut-être von Neumann en 1940 quelque chose. Complément à 10, de mémoire, il me semble que c'est Blaise Pascal qui est arrivé avec ça au 17e siècle, ou je ne sais pas quoi. Donc, l'idée du complément modulo quelque chose, ça ne date pas d'hier, mais numériquement, pour les ordinateurs, ça simplifie énormément les choses. Ça veut dire que je peux remplacer mes soustractions par des additions. Bon, nous, on pourrait le faire à la main. Heureusement, le processeur en fait un peu. Peut-être que le compilateur va me faire une fleur et le faire pour nous aussi. Mais vous êtes d'accord que maintenant, j'ai comme éliminé le besoin des négatifs. Donc, j'ai des négatifs modulo la taille de mes nombres, sans vraiment avoir de négatif. C'est une super belle astuce, en fait. Nous voici donc déjà arrivés à la fin de ce second épisode sur le complément 2. Comme à la fin de chaque vidéo dans la série, on va revenir sur nos objectifs pour aujourd'hui. On en avait 3. On n'en aura pas toujours 3, pour aujourd'hui on en avait 3. Le premier objectif, c'était de voir que les ordinateurs travaillent sur des entiers de taille fixe. Ici, pour des raisons pragmatiques, on a décidé que, arbitrairement, notre ordinateur n'avait que 4 bits. Un vrai ordinateur va travailler sur 16, ou 32, ou 64, ou 8, ou une autre valeur. Donc ça, on a vu que si on fixe le nombre de bits à, par exemple, 4, on va faire nos opérations modulo 16.
Si je l'avais fixé, par exemple, à 8, ben, je ferais toutes mes opérations modulo 256, donc 2 à la 8. Et si je le faisais sur 32 bits, ben, ça serait modulo 2 à la 32. Le deuxième objectif qu'on avait, c'était de voir que la représentation en complément à 2 a beaucoup d'avantages par rapport à, par exemple, signe-magnitude. La représentation en signe-magnitude, conceptuellement, c'est relativement simple parce qu'on a un bit de signe, on a une magnitude. Donc, tout de suite, c'est un nombre négatif, il n'y a pas de problème. Sauf que, quand on regarde le détail, ben, cette représentation-là nous impose des cas spéciaux. Additionner deux positifs ou un positif à un négatif à un positif ou deux négatifs, c'est pas les mêmes opérations. Il y a des cas spéciaux, c'est embêtant. L'autre chose aussi, qui moi m'énerve peut-être plus que les cas spéciaux, on a un moins 0 qui est absurde. Donc, non seulement un moins 0, ça ne veut rien dire, mais ça nous prive d'un code utile pour présenter une valeur. Dans le complément à 2, cette valeur-là, le 1 avec un paquet de 0, comme ici sur 4 bits, ça me donne moins 8. C'est une valeur utile avec laquelle je peux faire de l'arithmétique. Moins 0, ça ne sert à rien. Enfin, le troisième objectif, c'était de comprendre comment le complément à 2 fonctionne. On a fait une petite démonstrationnette toute mignonne qui donne les propriétés de l'arithmétique modulaire, qui justifie la mécanique du modulo et donc pourquoi il y a certains nombres qui, modulo la taille des entiers, se comportent comme des négatifs. Et ça nous simplifie énormément la vie parce que maintenant, même en complément à 2, même si on a des négatifs, on n'a comme plus vraiment de négatifs. J'ai juste des additions à faire pour faire mes soustractions. Et ça simplifie vraiment beaucoup les choses. Donc, je pense qu'on a fait le tour de nos 3 objectifs. Avant de terminer, je vous avais promis de parler de la division. En fait, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Ce n'est pas énormément intéressant. C'est exactement le même algorithme qu'on utilise crayon-papier pour faire les divisions en base 10, sauf qu'on le fait en base 2. L'ordinateur va le faire essentiellement la même chose, donc vous me pardonnerez que je n'ai pas insisté sur comment faire les divisions en base 2. Il me reste juste à vous inviter au 3e épisode. Pour bientôt.